Bien, alors c'est la nouvelle à tiroir épisode 2. Je me disais que c'était une bonne idée de faire cette vidéo maintenant puisque je sors de chez le coiffeur. C'est rare que j'ai les cheveux à peu près bien coupés. Donc à la fin de ce que j'avais écrit en dernier, je disais que l'auteur avait fait une erreur grave. Elle avait décidé d'aller lire un petit peu les lettres qu'elle avait retrouvées, des lettres qu'elle avait écrites à ses parents en 1979. Alors pourquoi est-ce que c'était une erreur? Bon, c'était une erreur à bien des niveaux. Alors d'une part, évidemment, au niveau des narrateurs. Alors déjà, on avait le narrateur qui racontait l'histoire de Célia. Puis, il y a le narrateur qui raconte l'histoire de l'auteur et de son texte. Après, avec la vidéo, il y a encore cet autre narrateur qui parle et qui raconte l'histoire de l'auteur, qui invente un narrateur, qui raconte Célia. Et puis alors là, je ne sais plus vraiment où est-ce qu'on en est maintenant, puisque ça devient encore plus compliqué. Et maintenant aussi au niveau de l'histoire elle-même, il y a un problème, parce que lorsque l'auteur lit ses lettres, eh bien, elle se rend compte qu'il y a des différences avec ce qu'elle avait raconté dans l'histoire. Alors, déjà, ça semble laisser soupçonner que Célia serait vaguement autobiographique. On sait ce qu'il en est, des souvenirs, même des vieux écrits, où est la vérité? Une fiction doit-elle être proche de la vérité? Ça n'est pas évident du tout. Alors, la boutique, cette fameuse boutique d'échecs, Célia y allait au bout d'une semaine, mais ça n'est pas logique. Un joueur d'échecs arrive dans une nouvelle ville, la première chose qu'il fait, dès qu'il a du temps de libre, c'est d'aller voir les lieux où l'on joue aux échecs. Et effectivement, probablement que Célia n'est pas allée à la boutique d'échecs au bout d'une semaine, mais le lendemain même, ou le jour même. Déjà, il y avait ce problème-là. Qu'est-ce qu'on aurait encore d'autre? Voyons voir. Donc en fait, effectivement, à Montréal, il y avait quand même un certain nombre de jeux d'échecs. Alors, un joueur d'échecs qui arrive à Montréal, comme dans n'importe quelle autre ville, la plupart du temps, son but, c'est de jouer. De trouver des lieux où l'on joue. Et là, tout joueur d'échecs se dirait, quelle drôle d'idée. Si vraiment on veut jouer aux échecs, on reste en Europe. Il y a une quantité de tournois, on peut passer toute l'année à jouer, aller de Budapest à la Côte d'Azur, à, que sais-je, un pays du Nord, et on jouera constamment, alors que au Canada, il est quand même beaucoup plus difficile de jouer aux échecs, les distances sont plus longues, les gens ont moins de vacances, donc les tournois sont moins longs, on joue sur 2-3 jours, lorsqu'en Europe, on peut parfois jouer pendant presque une semaine ou plus. Et donc il est vrai que la vie d'un joueur d'échecs au Canada, d'une certaine façon, était plus difficile parce qu'il y avait moins de possibilités de jouer aux échecs. Mais d'un autre côté, pour quelqu'un qui voulait vivre une vie atypique, le Québec était un pays idéal. Ça n'était pas comme en France où il fallait rentrer dans des cases absolument. Au Québec, c'était un petit peu plus facile de ce point de vue. Alors, quoi d'autre comme incohérence? En relisant ces lettres, Célia, ou la personne, l'auteur qui se représente comme Célia par la suite, s'est rendu compte qu'elle parlait plusieurs fois de l'accueil chaleureux qu'elle avait reçu au Québec, alors que dans le texte, dans l'histoire, elle raconte ce premier choc lorsque le monsieur du magasin lui donne comme seul accueil, c'est 1,50 $. Et il est vrai qu'un Français ou une Française, d'autant plus si elle est jeune, reçoit un accueil
très agréable. Les Québécois, qu'ils soient francophones ou anglophones, seront prêts à lui faire visiter, à lui parler des manifestations. En juin, n'oublions pas que c'est d'ailleurs juste avant la fête nationale du Canada, bon, qui n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les Québécois eux-mêmes, mais non, il n'empêche que c'est une période où il y a beaucoup de manifestations, aussi de manifestations de musique, c'est très intéressant. Quoi d'autre? Je m'étais noté que Célia avait donc visité d'autres lieux d'échecs. Il y avait en particulier un café qui faisait à la fois café et centre d'échecs où l'on pouvait jouer, qui ressemblait à un décor de western, réellement, sans la musique. On pouvait y jouer, c'était tenu par un Français assez âgé à l'époque. Et elle a passé beaucoup de temps là. Il y avait aussi ces vieilles machines de... Comment est-ce que ça s'appelait? Les machines, pas de ping-pong. J'ai perdu le nom. Vous reconnaîtrez... il y avait diverses machines et surtout on pouvait donc jouer aux échecs principalement. Certains jouaient au backgammon aussi, je crois. Quoi d'autre? Donc le Québec était un endroit où l'on pouvait trouver facilement à se loger, ça c'était très agréable. On pouvait trouver aussi facilement du travail, ce qui est important pour quelqu'un qui arrive sans argent. Et c'était aussi l'époque où il y avait eu ce film Jouer sa vie. Et dans le fond, Célia, c'est ce qu'elle va faire là. Elle va jouer sa vie. Elle sort de la case dans laquelle on l'avait placée et elle va jouer sa vie aux échecs. Et donc ce film, Jouer sa vie, était un film qui avait été fait par Gilles Carle avec Camille Coudary, qui était un maître d'échecs québécois. Un des personnages de ce film qui avait probablement beaucoup conseillé, c'était Arabal, le dramaturge, qui était venu d'ailleurs présenter son film à l'époque. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir voir comment est-ce que Célia va retourner à sa boutique à la fin et comment est-ce qu'elle va résoudre cette histoire. Et on va s'arrêter là pour l'instant.